Professeur Tariq Ramadan, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. On est là à Qatar au sommet de Doha sur le Wish Foundation, partie du Qatar Foundation. Vous travaillez beaucoup avec le Qatar Foundation. Comment ça se fait que vous êtes venu ici travailler avec les Qataris? Pour vous, qu'est-ce qui est intéressant? Écoutez, je crois surtout que moi j'ai beaucoup été engagé dans les questions de l'éthique musulmane. Je suis venu aussi ici comme professeur invité et donc au moment de mon enseignement, il y a eu la volonté ici de pouvoir ouvrir une réflexion sur le champ de l'éthique transversalement. Et donc il y a des vraies opportunités qui sont liées à l'enseignement et en particulier dans Qatar Foundation qui travaille sur les 3 dossiers de l'éducation, de la santé et de l'énergie. Donc c'est dans ce cadre-là que je suis engagé dans le travail. Mon travail essentiel est à Oxford où j'ai un poste sur les études islamiques contemporaines, mais c'est sûr que c'est très très lié. Et pour moi, c'est une formidable occasion aussi de pouvoir toucher le monde arabe, le monde des sociétés majoritairement musulmanes, vis-à-vis desquelles il faut véritablement faire un travail, être en contact et approfondir la réflexion. D'accord. Ici au Qatar, on a beaucoup entendu du désir du pays de se transformer ses ressources naturelles en ressources humaines, c'est-à-dire exploiter le potentiel intellectuel de sa population, de faire de la recherche, etc. Comment voyez-vous la place des Doha Debates, les débats de Doha dans cette progression? Écoutez, je pense qu'il y a eu une inflation de débats au Qatar. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour qui passe sans que vous ayez un congrès ici, des débats. En plus, il y avait toute la notion du débat, l'ouverture sur le monde. Al Jazeera qui est connu pour avoir aussi ouvert dans le monde arabe des réflexions qui étaient nouvelles, qu'on ne connaissait pas auparavant, avec des partenaires qu'on ne connaissait pas auparavant. Donc il y a une volonté politique qui était de s'ouvrir. Et donc là, c'est des choses qu'il faut saluer sans en même temps oublier qu'il y a un certain nombre de choses dont il faut faire la critique et vis-à-vis desquelles il faut aller très très loin. C'est-à-dire que quand vous parlez de l'ouverture sur les populations, c'est vrai, mais en même temps, beaucoup de la population qatari est très très loin de tout ce qu'on est en train de voir ici, les sommets et tout ceci, ils n'y participent pas. Donc il y a une fraction de la population qui n'y participe pas. Il y a une fraction de la population qui est très traditionnaliste, c'est-à-dire que même avec mon discours de réformer la pensée musulmane, d'engager une réflexion sur ils sont complètement à 100 000 lieues de ça, sans compter en plus que la majorité de la population du Qatar n'est pas qatari. Et que par rapport à ça, on a de véritables problèmes. Et moi, ça a été une condition sine qua non depuis le départ. À aucun moment, ma présence ici, sur le plan intellectuel ou sur le plan académique, ne me fera être silencieux sur des vraies questions qui, en fait, doivent être posées, non pas simplement pour le Qatar, et non pas simplement pour faire plaisir à l'Occident, mais parce qu'il faut un véritable développement social et culturel dans la région. Il faut que les choses changent. Il faut que ce qu'on prêche en matière d'ouverture d'esprit et de valeurs démocratiques, ça soit traduit ici, concrètement, et dans toute la région. Et voyez-vous vraiment cette critique dont vous parlez, justement, une critique majoritairement occidentale du Qatar? Est-ce que vous trouvez ça juste ou est-ce que c'est peut-être motivé par d'autres idées Alors écoutez, il faut qu'on soit extrêmement clair. Nous sommes en face de contradictions majeures en Occident. Parce que ceux en général avec lesquels on a des relations économiques et qui nous apportent de l'argent, on a plutôt tendance à modérer notre propos sur le plan de la critique. Et c'est vrai pour tous les pays du Golfe. C'est-à-dire, ce n'est pas le seul pays, je veux dire, on le sait avec l'Arabie Saoudite, on le sait avec d'autres. Donc on a ici une chasse gardée d'intérêts géostratégiques et économiques, on fait attention. Et en même temps, on a d'autres forces en Occident, c'est vrai en France, mais c'est vrai en Angleterre, c'est vrai aux États-Unis, qui est une autre force qui véritablement porte des valeurs. Et ils portent des vraies critiques. Et ils disent, non mais attendez, ce sont nos partenaires certes, mais ça ne doit pas nous empêcher de poser la question de la démocratisation, de l'éducation et puis par exemple de ce qu'on appelle les migrant workers today, c'est-à-dire ces gens qui viennent et qui travaillent dans des conditions qui sont absolument inacceptables. Donc il y a une chasse gardée, un silence qui n'est pas très honnête et qui est un peu hypocrite. Puis il y a parfois des dénonciations qui sont stratégiques, ça permet de mettre la pression sur le pays, c'est-à-dire on en joue, on joue de cette pression-là. Et puis
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de sortir de ça, être tout à fait conscient qu'il y a des intérêts en jeu et qu'il y a du jeu stratégique, mais ne pas me cacher derrière le fait que certains en jouent ou qu'on tire profit pour ne pas aborder les questions. C'est-à-dire, les questions, c'est qu'il y a aujourd'hui des questions sur la société civile, il y a des questions sur ce que j'ai dit, l'immigration. Encore une fois, je veux dire, le Qatar n'est pas le seul pays. Je veux dire, la migration est un vrai problème en Europe et quand on a Lampedusa, on ne va pas donner des enseignements aux autres comme s'il n'y avait rien à se reprocher. On a tous à faire notre autocritique. Mais des vraies questions, il faut qu'on les pose. Au-delà de ces jeux politiques, on les connaît, on sait que ça existe, on sait qu'il y a des jeux et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire avoir une position de principe et puis les alliances aussi régionales, c'est-à-dire qui on soutient ou pourquoi on soutient tel. Je veux dire, la question de la Syrie est essentielle aujourd'hui, la question de la fracture chiite-sunnite est essentielle dans la région, le rapport avec l'Iran, le rapport avec le Liban, le rapport avec Bahreïn qui est à côté, la couverture médiatique des uns et pas des autres. Pas de naïveté, un rapport de principe, mais ce n'est pas parce que certains en jouent qu'il n'y a pas des réalités dans les critiques que l'on doit porter. Je veux dire, moi j'ai pris position publiquement par rapport à un poète qui fait un poème et qui se retrouve en prison à vie, puis ensuite on lui met 15 ans, mais 15 ans pour un poème c'est quand même beaucoup. Mais ce que je dirais là, je le dirais aussi pour dans mon pays d'origine, l'Égypte, il ne faut pas se taire non plus après le coup d'État, comme il ne faut pas se taire non plus avec tous ces pays qui aujourd'hui, malheureusement, ne sont pas toujours avec la liberté d'expression. Mais vous avez quand même utilisé ce mot démocratie et démocratisation de la société. Comment voyez-vous la démocratie ici au Qatar dans l'avenir aussi? Alors c'est là aussi où je ne suis pas d'accord avec les propos que l'on a parfois qui sont totalement binaires, c'est ou blanc ou noir. C'est pas vrai. Pour venir dans ce pays, même d'ailleurs dans un pays qu'on critique beaucoup comme l'Arabie Saoudite, dans la région, vous avez des vraies évolutions. La jeune génération, regardez aujourd'hui au Qatar les femmes, c'est-à-dire elles sont énormément présentes sur le champ de l'emploi, sur le marché de l'emploi, beaucoup plus qu'avant. Donc il y a une vraie présence, beaucoup plus d'éducation. La cité de l'éducation est en train de former beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc on a des évolutions. La démocratisation, c'est pas la structure, on vote et on a... Non, c'est pas que ça. Ça, c'est une des conditions. Mais il y a tout des prérequis, tout un parterre de prérequis, comme celui de l'éducation, dans lequel on doit quand même reconnaître que des pays dans la région ont évolué là-dessus, qu'il y a une société civile qui se réveille, qu'il y a une jeunesse qui est en contact avec le monde entier, que les impacts de ces médias qui s'ouvrent, de ces médias alternatifs, ont un impact, que ces forums aussi ont un impact. Donc je pense qu'on est dans une évolution dont on ne peut pas dire qu'elle est vers la régression antidémocratique, mais ça ne veut pas dire que c'est gagné encore. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire ce travail. Et puis souvent, ce que vous entendez dans les pays du Golfe, c'est de dire mais pourquoi vous nous critiquez, notre peuple ne se plaint pas, ils sont contents. Alors c'est vrai que finalement, ce que vous avez souvent, c'est les compensations financières ou les acquis financiers, quand il n'y a pas de taxes, quand le mode de vie satisfait tout le monde, eh bien, on a peu de demandes politiques. Mais ça ne suffit pas quand même. C'est-à-dire qu'il y a une société civile qui s'exprime peu, et puis il y a des gens qui n'ont pas véritablement de droits, comme on l'a dit avec les migrants, qui sont dans des statuts très très fragiles. Donc il faut reconnaître qu'il y a des avancées, faire la critique de ces obstacles et puis continuer. Mais je ne pense pas qu'on sera constructif dans notre critique en Occident quand on mettra tout le monde dans le même paquet sans observer les évolutions. Je pense que là aussi, il faut pondérer les choses. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faille se taire, au contraire, il faut être vraiment critique sur ce qui ne va pas. Et revenons à un sujet de la conférence où on est ici à Doha. On avait parlé des soins en phase de vie finale, c'est-à-dire à mourir dignement, avec aussi, on avait évoqué cette phrase « droit humain ». Vous avez dit qu'on ne fait pas bien en ce moment, dans les sociétés occidentales. Il y a beaucoup de choses à refaire, à repenser. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Écoutez, on ne fait pas bien transversalement. Au nord, au sud, à l'est comme à l'ouest, il y a des choses qui ne vont pas. Par contre, il y a de véritables projets qui sont vraiment à étudier. La Colombie, le Costa Rica, le Nigeria, l'Inde, on a vu des choses extraordinaires. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire qu'ils parlent de la fin de vie, des soins palliatifs de façon complètement différente. Souvent, les médecins, ils sont formés à guérir.
mais ils ne sont pas forcément formés à faire face à la mort et à accompagner. Alors ce qui était extrêmement intéressant, c'est qu'on a intégré dans un sommet sur la santé toute une réflexion sur la fin de vie et sur les soins palliatifs, en se posant vraiment la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, par exemple, les médicaments qui permettent d'amoindrir la douleur sont utilisés 90%. 90% c'est en Suisse. 90% de ces médicaments sont utilisés par 16% de la population mondiale. C'est-à-dire que tous les autres n'en ont pas le bénéfice et ne peuvent pas en faire usage. Il faut qu'on fasse un vrai travail sur la justice, sur la meilleure distribution des médicaments. Deuxième élément, un travail sur la conscientisation. Comment est-ce qu'on forme les médecins? Comment on forme par exemple le personnel médical? Comment on forme aussi les aumôniers, c'est-à-dire ceux qui entourent les personnes d'un point de vue religieux? C'est pour ça que moi je suis pour le rapport transversal de l'éthique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on vienne ensemble et qu'on pose les vraies questions. Une question centrale, nous sommes dans nos sociétés de consommation dans une idée que quand on a les moyens médicaux, il ne faut plus souffrir. Eh ben, je veux plus souffrir, on le sait. Le meilleur exemple, c'est le dentiste. Le dentiste, ça peut être tout ce qu'on veut, mais il ne faut pas qu'on souffre. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas le dentiste. La vie, c'est aussi faire face à ses souffrances. Le philosophe Nietzsche disait « Dites-moi ce que vous faites de votre souffrance, je vous dirai qui vous êtes ». Et c'est vrai universellement. C'est-à-dire comment est-ce qu'on gère la question de la souffrance d'un point de vue médical, comment est-ce qu'on amoindrit les peines de certains, et comment aussi nous, il faut qu'on sache, dans les sociétés les plus riches, que jamais nous ne tuerons définitivement la souffrance. Il faut vivre avec, il faut savoir y faire face. Ça, c'est toute une notion de la santé qui est tellement importante parce que c'est une philosophie de vie, parce que c'est une philosophie de mort. Et donc là, on doit travailler ensemble. Et c'est ça qui était intéressant. C'est-à-dire que vous avez ici, dans ce forum, des gens qui venaient du monde entier. C'est-à-dire qu'ils venaient vraiment du monde entier. Et tout à coup, on se rend compte que là-dessus, nous sommes d'accord. Après, il y a d'autres questions qui sont controversées, c'est-à-dire le suicide assisté et d'autres choses. Mais je ne crois pas qu'il faille commencer par ça. Il faut commencer par ce sur quoi nous sommes d'accord. Professeur Tariq Ramadan, merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup, merci de votre invitation.